J'espère que vous pouvez voir mon écran. Vous pouvez voir mon écran. Allô, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Donc, je disais, est-ce que vous êtes en mesure de voir mon écran? Oui, oui, nous la voyons. Ok. C'est- Bon, je la vois, je ne sais pas pour les autres. Bon, ils peuvent confirmer. Peut-être qu'ils n'ont pas de micro ou je sais pas. Bon, je vois que leurs micros sont fermés. Je ne sais pas si il faut leur faire signe d'ouvrir leur micro. Alors, la dernière fois que nous étions en séance avec vous, nous avions vu comment est-ce que on pouvait se connecter à SQL Server. Et c'est ça que nous avions fait. Nous sommes parvenus à nous connecter à SQL Server et j'ai essayé de reprendre les mêmes opérations. Je ne sais plus le mot de passe. D'accord. C'est pas que j'ai oublié le mot de passe que j'avais créé là. Je ne me rappelle plus du mot de passe. Ok. Euh, L'autre fois, j'avais expliqué les différents éléments que nous pouvons
retrouver une fois que nous sommes connectés. Donc, parmi lesquels on peut observer la présence de l'objet database, qui est l'objet qui va nous permettre d'accéder à toute la base de données. Et si nous déroulons ici, l'autre fois, nous avions créé une base de données et nous avions fait appel à la base de données AdventureWorks qu'on a eu à télécharger. Et si nous rentrons à l'intérieur de cette base de données, on va se rendre compte que moi, je n'ai pas la possibilité de créer le diagramme, mais le table, on va observer qu'il y a tout un certain nombre de tables, parmi lesquelles je peux observer par exemple la table employé, la table département. Si j'essaie de voir les éléments dans la table employé, je peux de voir la structure de la table. Et si je retrouve ces éléments qui sont là, alors voilà. Si vous êtes là. Isidore. Isidore. Sorry, j'étais en mute. Moi, je peux partager mon écran encore une fois. J'espère que vous arrivez toujours à voir mon écran. Oui, oui, oui. Ah, voilà. Ok, je peux partager encore une fois. Direct. Je repartage encore. Screen. Voilà. Voilà. Alors, nous avions fait beaucoup de manipulations l'autre fois. Si je peux essayer de parcourir un peu rapidement. On a fait tout ce que nous pouvons voir là. On l'a fait la dernière fois. Je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait créer le table. On a créé le table. Comment est-ce qu'on pouvait créer un schéma de la base de données. Nous avions créé un schéma à l'aide de Create Schema. Tout ça, on a vu. Alors, là, aujourd'hui, nous allons introduire les éléments du langage TSQL. C'est-à-dire, on va voir quels sont les éléments qui font la particularité des SQL serveurs avec son langage que nous appelons le TSQL, qui est le langage de transaction ou encore le langage transactionnel. Et si vous pouvez dire une petite théorie, on a tout simplement dit que la plupart de SGBD relationnels offrent une extension du SQL en y ajoutant des déclarations de variables, des structures de contrôle, des alternatives et les répétitions pour améliorer leur performance. Alors, le TSQL est l'extension du langage SQL pour Microsoft SQL Server et Sybase. Le TSQL est un langage procédural
permettant d'implémenter des fonctionnalités de base de données que SQL ne peut pas implémenter. Alors, on va comprendre que la majorité de langages de SGBD, des systèmes de gestion de base de données, au-delà du SQL, la plupart ajoutent une autre variante de langage. On va voir que par exemple, chez MySQL, vous allez voir que MySQL vous donne le langage procédural. Vous pouvez faire de la programmation avec MySQL et ainsi de suite. Alors, ici, chez SQL, c'est là qu'il est venu nous présenter le TSQL, donc qui est une extension. On peut dire que le TSQL, c'est une extension du langage SQL, donc un plus sur le langage SQL, parce que il y a des tâches que le SQL ne peut pas faire, mais l'extension de SQL peut le faire. C'est comme ça que SQL Server nous a créé ce langage ici, le Transact SQL. Dans le Transact SQL, on peut faire tout ce que nous pouvons faire, la plupart de manipulations que l'on peut faire dans un langage de programmation, parmi lesquels la déclaration de variables, c'est-à-dire on peut voir le variable dans TSQL. Ici, une petite théorie, on nous dit, dans TSQL, on utilise les mots réservés déclare pour déclarer des variables. Les noms de variables sont précédés du symbole arrobase. Les types de variables sont le même type, c'est-à-dire le même type que nous utilisons pour la création de colonnes quand on est en train de vouloir créer une table. Différents types qu'on peut utiliser, le varchar, ainsi de suite. Ce sont là le type de variables que nous pouvons voir ici. Et on dit que les variables peuvent être initialisées avec de valeurs en utilisant la fonction set. Et ici, on nous a donné un exemple là-bas. C'est par exemple, je rentre sur notre SGBD. Je suis là. Supposons que ça, c'est un affichage que je fais. Je vais lister tous les employés qui se trouvent dans cette table. Je peux aller voir. Je suis en train de vouloir observer juste une colonne ici. Je veux voir, par exemple, le département. Je vais afficher uniquement le département pour les employés. Donc, je peux dire, est-ce que vous pouvez voir le code que je suis en train de taper ou bien il faut zoomer? Oui, Par exemple, select, tout simplement, je crois, department name, quelque chose comme ça. Voilà, select department name. Si je peux dire distinct. Le nom de la table, c'est team employee. Voilà, j'exécute. Et à ce niveau, je peux voir quels sont les différents départements que j'ai. C'est-à-dire, je n'ai que les 15 départements qui sont là. Alors, supposons que je suis en train de vouloir afficher les employés uniquement pour le département de Human Resources. Je peux facilement aller taper une requête du genre select, puis dire même all from employee. Et puis, je peux venir mettre une condition. J'ai dit là que le nom du département est égal à uniquement les Human Resources. Quand je viens, j'exécute cette requête, vous allez voir qu'il m'affiche uniquement les employés qui sont dans les départements de ressources humaines. Et je peux voir les noms de chaque employé, je peux voir les middle names, je peux voir les titres. Par exemple, là-bas, c'est le Human Resource Manager, le recruteur, ainsi de suite. Alors, je me dis qu'à ce stade, je suis en train de vouloir utiliser de variables. Alors, TSQL me dit que pour déclarer une variable, je vais commencer par le mot-clé réservé du langage déclare, que je peux mettre en majuscule ou en minuscule, mais c'est beaucoup plus recommandé de mettre en majuscule, comme c'est un mot-clé réservé. Je dis, je déclare une variable que j'appelle par exemple, je peux l'appeler en français, en anglais, je dis nom du département.
je vais lui donner le type. Le type, on a dit que nous allons aller utiliser le même type que lors de la création de colonnes. J'ai dit, je déclare la variable. La variable, je l'appelle nom du département et puis je mets le type. Je mets par exemple 65, je dis que ça sera un varchar. Et puis, je peux affecter une valeur ici. Je dis par exemple, pour affecter, j'utilise le mot-clé set. Je mets le nom de la variable. J'ai dit à cette variable, je donne quelle valeur? Je donne la valeur, par exemple, human resource. Alors ici, si je vais afficher cette fois les employés qui se trouvent dans les départements Human Resources, je ne vais plus revenir ici récupérer Human Resources, mais je vais tout simplement reprendre avec la variable. Donc j'ai dit, allez me sélectionner tous les employés dans cette table dont leur département correspond à la valeur que je plaçais à cette variable ici, département. Quand je viens, j'exécute, vous allez constater que j'ai le même résultat là-bas. Je lance encore là que j'ai affiché uniquement les départements pour que nous puissions prendre un autre département et puis voir ce que ça va nous donner. Département M, from. Voilà, j'exécute. On prend par exemple un autre département. Je prends par exemple le département de Production Control. Je viens là-bas. Au lieu de Human Resources, je remplace. Je mets Production Control. Et cette fois-ci, quand je vais aller exécuter, vous allez constater que les employés qui viennent de m'afficher, tous ces employés ici, ce sont uniquement les employés qui se trouvent dans ces départements-là. Le département de Production Control. Donc, c'est un peu ça la petite théorie qu'on a essayé de nous dire. On nous dit on peut déclarer des variables. Pour déclarer une variable, on va aller utiliser le mot déclare, suivi du nom de la variable que nous devons toujours précéder du symbole arrobase, et puis le type de la variable qui doit prendre la norme de type que nous utilisons pour créer les colonnes et ainsi de suite. Et quand on arrive à ce niveau, nous allons attribuer, on peut vouloir attribuer une valeur à la variable en utilisant bien entendu le mot-clé set. Et cette fois, dans ma requête, ça peut être n'importe quelle requête, ça peut être une requête de modification, une requête, peu importe. Mais lorsque je dois mettre une valeur cette fois, je reprends tout simplement le nom de ma variable et on va directement aller récupérer la valeur contenue dans cette variable-là. Ça, c'est le premier point sur le TSQL, donc qui est tout simplement le variable, comment on peut le déclarer, comment on peut également l'utiliser. Quelqu'un a une question jusqu'ici? Dans ce point, on peut recommencer. Oui, vous avez une question? Bon, Pas de question? ici de notre côté, il y a juste un problème du micro. Un problème de micro, comment? Je ne sais pas comprendre. Bon, là, je peux poser même chez Mike, vu qu'on est ensemble avec Mike. Ok, j'écoute. Ah non, non, jusque-là, je n'ai pas des questions. Voilà. Dans ces stades, je disais, voilà comment est-ce qu'on peut utiliser le variable. Donc, on déclare une variable avec le mot déclare et on affecte la valeur à la variable avec le mot set. On donne la valeur à la variable et dans l'utilisation de la requête, si nous voulons appliquer une valeur que nous avions placée dans la variable, dans ces cas, sur la place de la variable, nous pouvons tout simplement venir mettre le nom de la variable et automatiquement, on va nous récupérer la valeur contenue dans la variable telle que nous l'avons placée.
Voilà. On va passer à l'étape suivante. C'est ça que je donnais ici. Dans le TSQL, nous pouvons également utiliser le mot réservé begin et end. On nous dit que ces mots réservés permettent de définir un bloc ou un groupe d'instructions qui doivent être exécutés. Donc, on s'est dit que pour la création, lorsque nous utilisons le TSQL, c'est recommandé de toujours les entourer du mot begin, qui marque le début de la transaction, le end, qui marque la fin. Pour dire que toutes ces instructions, je les place entre begin et end. Begin, c'est le début, donc je vais dire que ces blocs d'instructions vont commencer ici. Et quelles sont les instructions que je dois avoir? Et la fin, ça va venir s'arrêter là-bas. Donc, chaque fois que vous allez devoir utiliser le TSQL, qui est d'ailleurs recommandé de faire lorsque vous faites du SQL Server, précédez vos instructions, toujours, vous pouvez les entourer de begin et de end, ce qui va aller marquer le début et la fin de votre bloc d'instructions. Les structures de contrôle, tout comme dans les langages de programmation, on peut aussi venir utiliser les structures de contrôle, entre autres les alternatives où nous pouvons utiliser l'instruction if et else. On nous donne une petite syntaxe, on nous dit lorsque nous voulons utiliser le if, on va mettre cette petite syntaxe, il nous dit if l'expression, qui est tout simplement la condition. Nous mettrons les SQL statements, c'est-à-dire la requête SQL, l'instruction SQL, ainsi que le bloc d'instruction. Else, non, tel que nous les connaissons, c'est pour placer une condition. On peut se dire, dans telle circonstance, exécuter cette requête. Mais dans l'autre, si la condition que nous allons placer là-bas n'est pas respectée, on s'est dit, allons-y, exécuter l'autre requête. Donc, tel que nous pouvons utiliser ça dans le condition, dans le langage de programmation, également, c'est la même chose qu'on peut se dire ici. Donc, on pose une condition, on exécute la requête, et puis la requête est exécutée sur base de ce qui sera demandé. On a dit expression. Alors, on peut avoir aussi le else if, c'est lorsque nous avons plusieurs alternatives. On peut avoir le else if et ainsi de suite. On a le else. Ici, vous voyez, on nous donne un petit exemple. On nous dit, ce bout de code est ce que nous appelons un bloc anonyme. Un bloc anonyme, pourquoi? Parce que ça n'a pas de nom. Il dit déclare. Il vient ici déclarer une variable qui va appeler salaire et il donne le type c'est money. Il affecte une valeur à salaire. Il dit salaire c'est 40.00. Et il vient et pose la condition, il dit si salaire, c'est-à-dire à ce niveau, on aura un résultat booléen. C'est-à-dire si dans salaire, nous avons 40.00, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici exécuter. Il dit si salaire égale. Vous voyez? Il donne cette instruction, il dit si salaire égale select salaire from étudiant, where numéro blablabla est égal à 8. C'est-à-dire dans étudiant, il va aller sélectionner le salaire, là qui va trouver ses num ici qui est égal à 8. Alors, select all from étudiant, where on sélectionne partout où cet étudiant cette information. Et il dit else if, c'est-à-dire sinon si salaire est égal à 1.33, alors select, blablabla, et sélectionne else, select tous les étudiants. Et on dit lorsque vous avez un bloc d'instruction, celui-ci doit être placé entre begin et end, ce que nous avions fait. On va revenir à SQL Server. Je viens ici, j'enlève. Je mets begin et end. Je vais aller chercher une table. Je cherche, par exemple, cette table, facts, finance. Je vois un peu ce que nous avons comme information. Amount, account. Par exemple, j'ai une information ici qui est account. Je peux venir ici. Je vais begin and je déclare une variable. Je dis déclare une variable. La variable, je l'appelle par exemple account. Et je dis que ça sera un type entier. Et puis account, je lui donne la valeur. Je dis set account
Je lui donne une valeur quelconque, je dis par exemple c'est 60. Alors, je viens poser une condition. Je dis si dans account, nous avons par exemple, je cherche une condition ici, je dis select, je viens sélectionner account, c'est account qui from cette table, c'est la table fact finance. Je peux mettre une condition, je dis là que par exemple, on a plusieurs éléments, on a plusieurs organisations. Je prends par, je dis where organization, qui est égal à 5. Je dis si dans cet écran, nous allons trouver cette valeur là-bas, alors qu'est-ce qui va se passer? Je dis on va aller me sélectionner, select, all from, je prends la même table, where, je mets ça par exemple, je peux avoir un else if. Et ici, je dis par exemple, else if count est égal, je donne par exemple une valeur quelconque, je dis par exemple, soit je dis accounts between, je mets entre, je dis je vais aller mettre entre 65 and on monte. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dirais select all from account where, je dis where une organisation, je dis par exemple where organisation, au lieu d'égal, je dis between 6 and 28, par exemple. Et puis dans else, je dis dans else, sélectionnez-moi tout. Select all from fact finance. Vous voyez juste ces blocs d'instruction. C'est-à-dire, j'ai 3 requêtes de sélection. Et sur 3 requêtes de sélection, on va aller les exécuter sur base d'une condition. Premièrement, on va venir vérifier ici. On dit, si dans account, qui est la variable que je vais créer là-bas, on va retrouver au moins une valeur contenue ici, alors on viendra exécuter cette instruction. Sinon, si dans account, on a une valeur qui sera contenue entre 65 et 90, alors qu'est-ce qu'on fera? On viendra exécuter cette requête qui est là. Sinon, c'est-à-dire si on ne trouve pas une valeur là et qu'on ne trouve pas un account qui sera contenu dans cet élément, alors on vient exécuter cette instruction qui est là. Comme je vais placer dans Begin, je viens exécute ma requête. Et voilà, il me renvoie, la requête a été exécutée, mais il me dit qu'il y a une erreur à ce niveau. Il me dit ça peut return more than one value, this is not permitted to the circle followed. C'est-à-dire, je dois avoir une erreur sur la ligne 4, ici. Étant donné que ça, c'est une sous-requête, ça me renvoie plusieurs éléments. Je peux dire select lista. Qui m'envoie une seule valeur. Il m'envoie toujours plusieurs éléments. Au lieu de ça, je peux dire, je peux mettre carrément une valeur et puis j'exécute. Cette fois, vous allez voir qu'il m'exécute cette valeur, cette requête, et j'ai presque 3913 lignes. Si je change, par exemple, ici, je mets 80, je viens, j'exécute. J'aurai une autre exécution de la requête avec un nombre différent de lignes. Parce qu'à ce niveau, qu'est-ce que je suppose? Il a vérifié que dans account, nous avons 60. Alors, comme nous avons 60, mais on pose ici la condition, on dit si
dans account, nous avons 80. Or, dans account, nous n'avons pas 80, nous avons 60. Ce qui veut dire que on ne va pas exécuter cette requête. Or, dans account, nous n'avons pas une valeur qui est contenue entre 65 et 90. Alors, on va ignorer cette requête. Cette fois, on va venir dans le else. On exécute cette requête ici. Sur le if, else, if, j'espère qu'on se comprend. Il y a quelqu'un qui a une question. Hello. Oui. Il serait pas mieux qu'on ait un peu aussi les PDF là-bas en question. Comme ça qu'on commence à vous suivre pas à pas. Parce que là, vu comme vous allez un peu rapidement, c'est un peu compliqué. Non, comment est-ce que je vais rapidement? Je ne veux pas rapidement. Parce que là, je n'ai pas vraiment compris ce que vous avez fait là-bas. Pardon? Parce que je n'ai pas compris vraiment ce que vous avez fait là-bas. OK. Donc, je peux passer sur l'utilisation de if, else, if et else. Non, si vous pouvez refaire encore avec même un autre exemple, oui. OK. Un autre exemple. On va essayer de prendre un exemple ici. Ce sont des exemples un peu très proches. On va commencer par créer le table. Nous avons quelques tables là. On va créer ce table-là et puis on va mettre les instructions sur base de cette table. Quand je suis ici, on a créé deux tables. On a créé une table programme et une table étudiant. Dans cet exemple, on dit, voilà. On crée la table, on va créer ces deux tables ici. Elles vont se répéter là-bas et puis nous allons mettre une requête sur le TSQL avec des instructions de conditions sur base de, de cette table. Ici, sur cette table,
Voilà, j'étais en train de dire que nous sommes en train de devoir créer ces deux tables, c'est-à-dire en fonction de l'exemple qu'on nous a fourni ici. On va aller essayer de créer nos deux tables, dans la table programme et aussi euh, la table étudiant. Dans la table étudiant, on a créé le numéro de l'étudiant qui sera de type entier et ça sera un numéro qui va commencer à s'incrémenter automatiquement. On utilise les identity. On aura donc le nom de l'étudiant qui sera un varchar que nous allons mettre sur 20 caractères. Nous aurons le prénom de l'étudiant qui sera également un varchar que nous allons mettre sur 30 caractères. Nous aurons Monsieur? oui, je vous écoute. J'ai juste une petite question. Comment est-ce que vous faites pour mettre des requêtes sans pour autant sélectionner la base de données? Est-ce que ça va Bon, je passer? suis déjà connecté sur la base de données. Vu qu'on avait créé des bases de données, moi j'ai essayé de faire des requêtes. Ce que vous avez tapé avant de taper ce que vous êtes en train de faire, ça n'a pas passé. Alors, il faut parfois vérifier ici. Quand on est sur SQL Server, vous pouvez vérifier ici. Quand on est en haut, on va voir la liste de notre base de données. Ce qui veut dire que la base de données qu'on place là, c'est la base de données qui est sélectionnée. Donc, les différentes requêtes que je suis en train de mettre, les deux tables que je suis en train de créer, on va venir me les créer sur cette base de données. Mais anyway, on va quand même venir créer une nouvelle database qu'on appelle par exemple gestion des étudiants. On va faire use sur les étudiants. Voilà. On peut faire ça, c'est mieux pour nous éviter de problèmes. Cette fois, si j'exécute la première requête, on me crée la base de données, j'exécute la requête suivante, on use la base de données, on va voir que là-bas, ça change. Voilà. Je vais continuer avec la création de ma table ici. Voilà, je disais, on est sur la table étudiant où nous nous retrouvons avec les colonnes numéro de l'étudiant, nom de l'étudiant, prénom. Puis nous avons une autre colonne qui est salaire. On va aller utiliser comme money. Puis nous ajoutons le code du programme. Nous allons mettre toujours sur chaîne de sur chat avec 3. Et on viendra ici maintenant créer des contraintes. Si on commence par la première contrainte, qui sera la contrainte de foreign key qui viendra de la table programme. Et ici, le foreign key, on va dire que ce sera une contrainte de foreign key. Nous allons mettre ça sur la colonne could P. On va venir ajouter la référence. On dira la clé primaire ici viendra de la table programme. Par après, on va ajouter une autre contrainte. Ce sera cette fois la clé primaire de la table étudiant. On dit que ce sera une contrainte de primary key. Nous allons mettre ça sur le numéro de l'étudiant. Voilà nos deux tables. Donc,
À ce niveau, quand je vais aller exécuter mes deux requêtes, j'exécute, voilà, il me dit que mes deux tables ont été créées. Est-ce qu'on est ensemble? Ou bien il y a quelqu'un qui est déjà perdu? Les gens qui sont en train de pratiquer avec qui? Je pense que ça va. Ça passe. OK. Alors, je peux faire quelques insertions. J'insère dans la table programme. Je vais créer le programme. Alors, ici, l'objectif, c'est qu'on est en train de créer un système de gestion des étudiants où nous allons inscrire un étudiant à un programme. Voilà. Et puis, nous allons maintenant appliquer des requêtes avec TSQL, c'est-à-dire on fera des requêtes sur base de certaines conditions. Voilà. Je vais aller insérer sur la table programme. Je dis, allons-y, insérer sur la table programme. Et quelles sont les valeurs que nous allons insérer sur la table programme? On fera plusieurs insertions en elle. Je dis, j'écris un code du programme qui sera par exemple GL, pour un logiciel. Et puis je dis que le nom, je veux aller mettre, donc à ce niveau, je mets les noms complets du programme. Le code, c'est GL. Puis je mets les noms complets. Par exemple, je mets logiciel. Nous avons fait ces deux. Alors, je peux facilement mettre plusieurs programmes. L'autre, j'ai dit par exemple, ce système informatique. Je dis un deuxième programme ici. Je vais mettre système informatique. Je vais venir ajouter un troisième programme. Je dis par exemple, le troisième programme, ça sera intelligence artificielle. Et voilà, le troisième programme, c'est intelligence artificielle. Artificielle. Et je viens ajouter un autre programme. Je dis par exemple, ça sera SIM. Le SIM ici, moi, je me dis, ça sera par exemple sciences, thématiques et info, par exemple, informatique. Ah, j'ajoute un autre programme. Je dis par exemple, l'autre programme, ça va être PH. Et les programmes ici, je vais me dire je fais un autre programme. Je me dis par exemple, mais c'est un programme SE. Et sur ce programme ici, je vais dire par exemple sciences de l'éducation. Sciences de l'éducation. L'éducation. Voilà. Et là, je fais les insertions sur ma table programme. Je vais aller tester si les insertions passent sans difficulté. J'exécute. Voilà, j'ai exécuté ma requête. Il se peut que statement has been done. It is string of banner that would be truncated. Il se peut qu'il y a un problème qui ne va pas. C'est le chemin. J'ai une erreur sur la bonne ici. C'est comme les exécute.
Ça se passe. Parfois, les insertions multiples comme ça ne passe pas. Donc, je peux insérer un programme après l'autre. Je l'insère. Quand je insère un programme et puis je le supprime pour ne pas qu'il m'écrit des erreurs. C'est mieux ici. Voilà. Et les infos, par exemple. Et voilà. Cette fois, si je tape une requête, par exemple, je dis, allez-y, et sélectionner tout le programme que j'ai eu à créer. Je viens là. On m'affiche la liste de mes programmes tels que j'ai créé. Je crée un programme de génie logiciel, un programme d'intelligence artificielle, un programme de sciences de l'éducation, un programme de sciences informatiques, voilà, un programme de sciences mathématiques et info, un programme de théologie, ainsi de suite. Maintenant, vous pouvez venir insérer les étudiants. Est-ce qu'on est ensemble à ce niveau? Non, monsieur, on est un peu en retard, juste pour l'insertion. Vous pouvez terminer, insérer le programme. Oui, monsieur, c'est fait.
Vous avez fini de faire les insertions? Non, pas encore. OK. Mais le data blanc peut être créé. Hein. Vous avez créé toutes les data. Oui, c'est déjà. OK. Les deux chéris sont où? Elles ne sont pas là. Bon, il y a une parmi eux qui est connectée. Esther n'est pas là. Il y a seulement Séraphine. Ah, OK.
Ok, c'est bon, on peut avancer. Allô? Si on peut avancer, mais je ne sais pas les autres, s'ils sont prêts. Non, c'est bon. Avançons. Vous avez fait les insertions sur la table programme et ça passe. Oui, ça passe. Ok. Alors, comme nous avons déjà créé aussi la table étudiant, on va alors faire les insertions sur la table étudiant. On peut dire par exemple, nous avons le je disais, on peut se dire, créons les étudiants que nous allons inscrire, par exemple, au programme GL, au programme IA et ainsi de suite. Sur la table étudiant, voilà comment se présente le colonne. Alors, ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut faire insert sur la table étudiant et les valeurs que nous allons insérer, on va dire le premier étudiant que nous allons insérer, c'est l'étudiant, le nom. Par exemple, nous allons dire c'est attaqué. Le prénom, nous allons mettre Mike. Le salaire, nous le mettons un salaire, comme c'était en monnaie. Nous pouvons dire par exemple un salaire de 100 dollars, euros, ça dépend. Et puis, à quel programme nous allons l'insérer? Disons, nous le mettons au programme GL, au programme voilà, de génie logiciel. On va aller insérer un deuxième. Disons, par exemple, le deuxième étudiant, ça sera de mettre l'étudiant Prince. C'est Prince qui? Prince, c'est Prince qui? C'est Prince Kalinga. Donc, Prince Kalinga. Je vais aller inscrire un autre. Un autre, on peut prendre ça dit, et là, nous disons Jean-Jacques. Là, on lui donne, par exemple, 110, et lui, on le met, par exemple, comme de IA, et on insère un autre. On va dire que c'est Chala. Là, nous mettons, par exemple, en âme. Là, on dit, par exemple, 250. Si on le met à Shell, c'est un autre. Par exemple, dans ça, ça affine. Ici, nous mettons un salaire, par exemple, de 150. Là, nous mettons un programme de TH. Une dernière personne, par exemple, personne d'eau, Esther. Si, par exemple, 150, par exemple, de S. Voilà. On fait l'insertion sur la table étudiant. Et voilà, on vient de nous insérer 6 étudiants. Quand on va afficher la liste des étudiants, on peut dire select all from étudiants. Quand on exécute, on va voir bel et bien la liste de nos différents étudiants que nous venons d'insérer tout à l'heure. Maintenant, nous sommes en train de faire le TSQL. J'ai dit, je suis en train de vouloir afficher. Par exemple, avant de faire le TSQL, je me dis,
Est-ce que vous avez fini d'insérer les étudiants? Pas encore, monsieur. OK. C'est fait, monsieur. Je ne sais pas quant aux autres. Ben, c'est pas encore. Pas encore. OK. J'ai dit par exemple, affichant tous les étudiants du programme qui appartiennent au programme GL, c'est-à-dire génie logiciel. Alors, à ce niveau, ce que nous devons faire une jointure, normalement, entre ces deux tables. La notion de jointure, je n'ai pas prévu ça dans la documentation, mais on peut quand même chercher une documentation en ligne ici et je vous explique clairement les jointures, comment est-ce que ça se présente et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons les implémenter. Alors, je peux prendre ce document ici. Les jointures, c'est des notions très, très importantes dans l'administration SQL. C'est vraiment important. Ici, on nous explique clairement. Vous pouvez utiliser cette documentation ici. Ce site web, c'est vraiment très riche lorsque vous voulez vous documenter sur
sur SQL Server. On doit vous envoyer sur le groupe. On nous dit, les jointures en SQL permettent d'associer plusieurs tables dans une même requête. Cela permet d'exploiter la puissance des bases de données relationnelles pour obtenir des résultats qui combinent les données de plusieurs tables. Par exemple, ici, nous venons tout simplement de dire clairement, on dit affichant tous les étudiants. Or, nous savons que les étudiants se trouvent dans la table étudiant et on dit affichant tous les étudiants qui appartiennent au programme. Or, nous savons que les programmes se trouvent dans la table qui s'appelle programme. Déjà, nous devons faire une jointure sur ces deux tables pour afficher les résultats tels qu'on vient de nous demander. On nous dit, en général, les jointures consistent à associer des lignes de deux tables en associant l'égalité des valeurs d'une colonne d'une première table par rapport à la valeur d'une colonne d'une seconde table. Imaginons qu'une base de données possède une table utilisateur et une table adresse qui contiennent les adresses de ces utilisateurs. Avec une jointure, il est possible d'obtenir les données de l'utilisateur et de son adresse en une seule requête. C'est ça que nous venons de dire. Maintenant, nous devons savoir qu'il y a plusieurs méthodes pour associer deux tables ensemble. Voici la liste de différentes techniques. Nous avons les jointures internes que nous appelons les inner join. Quand est-ce qu'on peut utiliser une jointure interne et c'est quoi une jointure interne? On nous dit une jointure interne, c'est pour retourner les enregistrements quand la condition est vraie dans les deux tables. C'est l'une des jointures les plus communes. Par exemple, pour une jointure interne, on peut dire que nous allons placer une condition sur les deux tables. Voyons comment on peut procéder. Je dis select, je mets carrément all, from. On va commencer par la première table. J'ai dit, je suis en train de vouloir afficher parce qu'on nous a dit affichons les étudiants. Il faut déjà savoir que la première table, ça sera la table étudiant. Et je viens appliquer la jointure interne. Une join, c'est ça la jointure interne. Je veux joindre quelle autre table? Je dis, je vais aller joindre la table programme. Quand je mets la première table, jointure interne, la deuxième table, je vais mettre maintenant la condition. La condition, c'est là que je dis, c'est sur quelle table, sur quelle colonne, je vais aller appliquer la jointure. Je dis par exemple, ça sera sur la table étudiant, ça sera sur colonne, le code du programme. Et la condition, c'est que le code du programme dans la table étudiant doit être le même que le code du programme dans la table code programme. Vous comprenez cette petite requête? J'ai dit, allez me sélectionner toutes les colonnes ainsi que toutes les lignes qui se trouvent dans la table étudiant. Mais appliquons une jointure interne sur la table programme sur base de cette condition. C'est-à-dire, on va aller vérifier seulement dans la table étudiant quels sont les étudiants qui ont un code programme qui existe dans le code programme. Quand j'exécute, je vais voir que cette requête va me retourner les 6 étudiants. Et chaque étudiant, voilà, ça me retourne ici les 6 étudiants avec les différents éléments tels que je les ai énumérés. Il me dit, par exemple, Mike, c'est un étudiant de génie logiciel, voilà, et ainsi de suite. Et ici, dans le jointure, c'est très souvent recommandé d'utiliser ce que nous appelons des alias. Les alias, c'est renommer une table. Par exemple, je dis la table étudiant, je l'appelle E, la table programme, je l'appelle P. Quand je suis sur on, ici, je vais dire étudiant.code P et programme.code P. Et ici, je ne veux pas aller afficher, faire un select all, mais je vais par exemple venir dire, je suis en train de vouloir afficher les noms de l'étudiant. Je peux par exemple même faire de concaténation. Je dis, je vais aller concaténer le nom de l'étudiant. Je concatène avec un espace, soit un tiré, au lieu de l'espace. Et puis, je vais aller concaténer avec le prénom. Ce que j'aurai, voilà, je dis par exemple, as nom de l'étudiant. Je renomme la colonne. Je dis que ce n'est pas tout. Je vais aller afficher une autre colonne. Je dis, voilà, la deuxième colonne, c'est la colonne salaire de l'étudiant. Salaire, comme salaire se trouve dans la table étudiant, donc je vais dire étudiant.salaire.
J'ai dit, c'est pas tout. Je vais également afficher les noms du programme seulement qui se trouve dans la table programme. Alors, je mets P pour les noms du programme. Cette fois, quand j'exécute ma requête, vous allez voir que j'ai un affichage un peu plus clair. Il me dit le nom de l'étudiant, c'est Fataki Mike. Son salaire, c'est autant. Et il appartient à quelle filière et ainsi de suite. C'est une jointure interne parce que nous avons utilisé le inner join. Et le inner join, pour nous afficher les résultats, on va aller simplement vérifier que la condition dans la table étudiant et dans la table programme soit vérifiée. Dans ces cas, on m'affiche les informations. Il y a quelqu'un qui a une question ici? Y a-t-il quelqu'un qui a une difficulté ou une question? Il n'y a pas de question, c'est juste qu'il y a une erreur à l'insertion des étudiants. Si, micro, ouais, là, L'erreur du quoi? Il faut lire l'erreur. En fait, il y a une préoccupation, c'est à propos du jointure. Par rapport aux résultats qui viennent de s'afficher, je ne comprends pas le fonctionnement du jointure. Vous pouvez nous expliquer un peu? On a dit qu'en résumé, la jointure permet tout simplement d'afficher les résultats de plusieurs tables. C'est-à-dire, on affiche les informations sur base de plusieurs tables. Or, quand vous étudiez l'algèbre relationnelle, il est très facile d'utiliser les résultats de plusieurs tables en faisant tout simplement une requête simple où je dis par exemple select all from la première table, virgule, la deuxième table. Quand je fais ça, on va m'afficher les résultats de deux tables. Mais la seule difficulté, c'est qu'à ce niveau, ça va faire ce que nous appelons en algèbre relationnel le produit cartésien. Le produit cartésien, c'est que ça va aller m'afficher une multiplication. Donc, j'aurai des redondances. J'aurai des informations qui se répètent comme dans le programme. J'ai quelques programmes, je ne sais pas combien de programmes que je créais. On va prendre le nombre de lignes que j'ai dans le programme, multiplié par le nombre de lignes que j'ai dans étudiant. Et là, si j'exécute cette requête, tout simplement ici, vous voyez les résultats qu'il m'affiche. Vous allez voir que il vient bien et m'affiche plusieurs lignes. Et je me retrouve avec beaucoup de lignes. Voilà. Donc, je me retrouve avec 36 lignes. 36 lignes parce qu'on a pris le nombre de lignes qui se trouvent dans la table étudiant, on a multiplié par le nombre de lignes qui se trouvent dans notre table. C'est comme ça, vous allez voir que j'ai Fataki Mike. Quand je descends encore quelque part, je le trouve encore Fataki Mike. Je suis encore là, je retrouve Fataki Mike. Et avec des résultats qui deviennent un peu faux. J'ai là-bas Fataki Mike, on me dit qu'il est ingénieur logiciel. Quand je viens ici, je retrouve Fataki Mike, on me dit qu'il a une intelligence artificielle. J'arrive ici, je trouve Fataki Mike qui est en sciences de l'éducation. Vous comprenez? Esther, tu as compris le problème d'abord que nous avons ici? C'est qu'on a un résultat qui est erroné parce qu'il y a de redondance, il y a des informations qui vont se dupliquer. Or, déjà, cette requête, elle répond. Nous voulons faire une requête qui s'affiche sur deux tables. Oui, on l'a fait. Maintenant, si nous voulons avoir un résultat exact, c'est-à-dire nous voulons avoir le donné sur base de la question, sur base du besoin qui nous a été demandé. Si on nous dit, allons-y afficher uniquement les étudiants qui appartiennent au programme GL, par exemple. Alors ici, nous devons appliquer une jointure. C'est comme ça que j'ai dit, la jointure, elle permet de récupérer un résultat sur base de différentes tables, sur deux ou plusieurs tables. Maintenant, nous avons plusieurs types de jointures. La première type, c'est ça que nous appelons la jointure interne, ou ici en SQL, nous allons appeler ça le inner join, ou encore la jointure interne.
C'est une forme de jointure qui va nous afficher les résultats. Lorsque nous allons mettre la condition c'est ça que nous plaçons là, si la condition est respectée entre les deux tables. C'est-à-dire, on va aller vérifier la valeur dans la première table, qui est la table étudiant. Est-ce que cette valeur, elle correspond par rapport à la valeur qui est dans la deuxième table? Et ici, sur la jointure, une join, la jointure interne, on nous recommande de très souvent utiliser les signes d'égalité pour placer une condition. C'est comme ça que quand je viens exécuter cette requête, je n'ai plus de redondance, je n'ai plus de duplication. J'ai des résultats qui sont exacts. Maintenant, si je veux venir respecter ces programmes, ici, on nous dit, nous allons afficher seulement les étudiants qui appartiennent à un programme X. Dans ces cas, j'ai appliqué ma jointure et je peux venir ajouter une condition. Et pour mettre la condition, je peux mettre le where. Et dans le where, je vais aller mettre un prédicat. J'ai dit, par exemple, dans le where, le E.code P est égal à GL. Quand j'exécute, cette fois, je sais que j'ai 3 étudiants et ma requête ici doit obligatoirement m'afficher uniquement les 3 étudiants. Ici, est-ce qu'on m'a compris? Est-ce qu'on m'a compris? Bon, on a compris à ce niveau, mais l'erreur qu'on m'affiche chez moi ici, c'est l'erreur des conflits des foreign keys. Erreur de conflit de foreign key, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est erreur de conflit de primary key. Ce qui veut dire que c'est sur quelle table? Sur la table programme. Je vérifie d'abord c'est quelle table. Oui, Si c'est sur la table programme, oui. ça signifie que tu es en train d'insérer un programme avec un code programme qui existe déjà. Il faut changer le code programme, mettre un autre code programme. Voilà, si tu changes, cette fois-là, ça va passer sans difficulté aucune. Mais là, chez vous, vous n'avez pas mis les codes programme. J'ai mis le code programme. Ça, c'est sur la table étudiant. Je vais dire un peu ça. OK, j'espère que l'erreur a été résolue. Hein? On peut quand même avancer. Pardon? On peut quand même avancer, mais l'erreur n'est pas encore résolue. Ben, il faut résoudre. Je peux prendre la photo, tu nous envoies dans le chat. Comme ça, on voit l'erreur sur quoi. Si tu peux nous envoyer la photo dans le chat, si ça sera visible, on va voir. Je ne sais pas si ça sera visible. Dans le chat, c'est compliqué. Au moins, sur WhatsApp, peut-être. Tu peux mettre dans le groupe WhatsApp. Ok, même sur WhatsApp, alors. Ananibeba nie yangu yote akademi.
Kutoka pour ça. Mission. Ah, pas. On pas encore. On finit dans 20 minutes, je crois. Et pour ça, tu as- Tu viens d'envoyer. Mais c'est pas trop clair ici en bas. Ah, c'est clair. Tout le monde est parti. Fallait une capture juste. En tout cas, je ne sais pas voir. Je n'arrive pas à voir. Anna, tu as entendu ce qu'il a dit? Il n'arrive pas à voir. Bien, je prends une capture là chez moi, je t'envoie sur WhatsApp. J'ai mis tout et tout mon bien. C'est trop loin. On enlève ça. DNC statement conflict with different key. Ah, akisomea kule kwa chatuni. Zimesha mbele ile capture nyingi. Ndio ashikwe na confusion. Je n'ai pas t'aider en retour. Vous avez envoyé? Ok. Bon. Ouais, bah, c'est une... J'espère que là, c'est enfin visible. J'espère que là, c'est enfin visible. Ouais. C'est que je suis en train de voir. The initial statement conflicted with the foreign key. Bon, essaie d'exécuter la requête d'abord. Toujours la même erreur. Oui, il y a toujours la même erreur. Je ne sais pas pourquoi. Mais de votre côté, ça passe. C'est déjà passé. Je vais les vérifier à la fin. On continue d'abord avec les jointures. Voilà, je disais ici, nous avions fait une jointure interne. La jointure interne, je reprends, je dis, c'est lorsque nous voulons afficher les résultats sur deux ou plusieurs tables
mais en se rassurant que la condition est respectée dans toute le parti, c'est-à-dire dans toutes les deux tables. Parce que nous allons joindre que deux tables. Vous devez savoir que on fait la jointure sur deux tables. On peut avoir de multi-jointures. Ce que nous appelons des jointures multitables. Donc, je joins sur une table qui va aller joindre sur une autre table et ainsi de suite. Si on peut aller expliquer les jointures dans des contextes très simples, j'ai un étudiant qui s'appelle Mike. Mike a les informations que je vais avoir, mais j'ai besoin d'avoir les informations de Mike que je vais aller comparer par rapport aux informations de Prince. Et une fois que j'ai les informations de Mike et de Prince, je dois trier quelles sont les informations qui correspondent, c'est-à-dire les mêmes informations que Mike doit avoir, qui seront égales aux mêmes informations que Prince doit avoir. Dans ces cas, je récupère ces informations-là. Ce que je viens de faire, c'est une jointure interne entre les deux tables. J'espère que c'est très clair, on a compris. Maintenant, on nous dit que nous avons des jointures qu'on appelle le cross join ou encore ce que nous appelons des jointures croisées. On nous dit que ça permet de faire le produit cartésien de deux tables. En d'autres mots, ça permet de joindre chaque ligne d'une table avec chaque ligne d'une seconde table. Attention, le nombre de résultats est en général très élevé. Le produit cartésien, c'est ça qu'on appelle le cross join. C'est comme une jointure que j'ai faite ici. Je tape cette raquette ici. Automatiquement, cette raquette peut aller nous créer une jointure interne, une jointure croisée. Ici, je dis jointure interne. Mais non. Voyons un exemple de comment est-ce qu'on peut aller créer une jointure croisée, ou ce que nous appelons le post join. Post join. Oui, déjà, tu as levé une main. Ici, on va par exemple nous dire ceci. Oui, on écoute. Concernant les jointures, je suis un peu en retard. Si vous pouvez un peu m'excuser. J'avais rencontré un problème en insérant les étudiants ici. Là, je l'ai résolu. Et j'en profite aussi, messieurs, vous êtes un peu rapide en parlant. Parlez un peu lentement. OK. Jacques, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Je disais, bon, là, quand vous étiez en train d'insérer quoi? Les jointures. Non, pas les jointures, les éléments de la table étudiant. Et moi, j'avais rencontré un problème, mais j'ai réussi à les résoudre, mais je suis un peu en retard avec les jointures. Si vous pouvez un peu récapituler, même en 2 mots, et puis on passe. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Oui, oui, je comprends. D'accord, et Il faut que je Esther, reprenne. et On est Esther, encore sous les jointures. On n'est Esther pas a dit encore qu'il parti faut loin. parler un peu rapidement. Si vous allez un peu aller doucement. Elle a demandé si la pause. Tu n'auras pas de Je suis en train de parler à toi. Alors, je disais, sur le jointure, je ne suis qu'au début. On n'est pas encore parti loin. Je vais tout simplement donner un résumé. Je dis que les jointures, c'est une forme des opérations SQL que nous appliquons ou que nous utilisons pour récupérer ou trier les données sur deux tables ou plusieurs tables. C'est là que je dis, j'ai un besoin. On nous dit, affichons les étudiants qui appartiennent à un programme. Or, je sais très bien que les étudiants se trouvent dans une table qui s'appelle étudiants et les programmes se trouvent dans une autre table qui s'appelle programme. Étant donné que j'ai les deux tables, je peux facilement appliquer un produit cartésien où je dis sélectionne-moi toutes les lignes qui sont dans la table étudiant, virgule, la table programme. Mais l'inconvénient ici, c'est que
quand je veux venir afficher les résultats, je viens là, j'affiche les résultats. Je vais me rendre compte que je vais bel et bien le donner sur toutes les deux tables, mais avec de redondances, des données qui se répètent et qui ne sont pas correctes. On a observé ensemble avec vous, on a pris par exemple un étudiant Fatak et Mike. Sur la première ligne, on nous dit que cet étudiant appartient au programme de génie logiciel. Et quand je descends un peu plus loin, je me retrouve avec un autre étudiant, mais on me dit que c'est le même étudiant Fatak et Mike qui appartient au programme d'intelligence artificielle. Quand je vais encore descendre, je me retrouve avec un autre étudiant maths, on me dit qu'il appartient au programme des sciences de l'éducation. Ce qui signifie qu'on va aller me récupérer toutes les lignes que je trouve dans la table étudiant et on va effectuer un produit cartésien, c'est-à-dire la multiplication de chaque ligne avec chaque ligne de la deuxième table. C'est ça que vous voyez qu'un étudiant appartient à tous les 6 programmes. Et ici, ça va me faire une multiplication de nombre de lignes sur la première table par rapport au nombre de lignes sur la deuxième table. Et ça va venir me renvoyer 36 lignes. Déjà, les résultats ici où les données que je viens d'afficher là-bas sont erronées et ne sont pas correctes. Maintenant, on me dit que pour résoudre et pallier à ce problème, je peux aller faire des jointures parce que les jointures exécutent ou affichent les données sur base d'une condition X, Y que l'on va se fixer. Et par le type de jointure, on nous dit que nous avons le premier type de jointure, ce sont les jointures que nous appelons des jointures internes. Et les jointures internes, on nous dit que ça va nous afficher les résultats, ça va nous afficher les informations lorsque la condition que nous allons placer sera vraie dans toutes les deux tables. Et ici, on a dit que pour faire une jointure interne, nous allons utiliser les mots inner join. On a fait un exemple, on a dit allons-y nous sélectionner les noms et les prénoms que l'on va concaténer, on va mettre dans une colonne qu'on va appeler nom étudiant. Allons-y nous sélectionner le salaire et le programme qui sont sur la table étudiant, mais faisons une jointure interne sur la table programme et où la condition est là. J'ai expliqué en un exemple clair sur la jointure interne. Je me dis, j'ai besoin des informations qui vont venir d'un étudiant Mike. J'ai également besoin des informations qui vont venir d'un étudiant Prince. Alors, pour faire une jointure interne, qu'est-ce que je veux faire? Je veux prendre les informations de Mike qui sont uniquement lorsque ces informations vont correspondre aux informations de Prince. Dans ces cas, j'ai une jointure interne. Donc, je viens de récupérer les informations qui sont entre les deux. Et maintenant, on a dit que nous avons une autre forme de jointure, c'est la jointure croisée, ce que nous sommes en train de faire, ou ce que nous appelons en SQL le cross-join. Quant à elle, on nous dit que ça va aller faire un produit cartésien. Un produit cartésien, c'est-à-dire, ça va aller récupérer les informations de toutes les deux tables sans pour autant appliquer des vérifications. Et on a dit que attention à cette forme de jointure parce que le nombre de lignes va bel et bien augmenter. Donc, il y aura de redondance, il y aura de multiplication. C'est ça que je suis en train de faire un exemple de cross-join. Je me dis select, par exemple, all, from la première table. Je dis c'est dans la table étudiant. Et là, je viens, j'applique le cross-join. Je dis la table programme. On, je dois toujours mettre la condition on. Je vais dire on. Quelle est la condition? La condition, généralement, elle est toujours appliquée sur la clé étrangère, la clé primaire qui est utilisée comme clé étrangère sur l'autre table. Quand je fais select all from étudiant cross join, vous allez voir que j'aurai 36 lignes. Donc, c'est presque la même chose quand je fais select première table, virgule, deuxième table. C'est ça les cross join. C'est nouveau. Si je viens, j'ajoute le on. Je dis par exemple on la première table, c'est la table étudiant. La deuxième table, c'est dans la table programme. Déjà, vous allez comprendre qu'il va me créer
une erreur. Parce que ici, dans cross-join, il n'y a pas de condition à suivre. C'est une jointure croisée. Ça n'existe pas. Voilà. Il y a quelqu'un qui a une question sur le cross-join. Il n'y a pas de question. On va aller prendre une autre forme de jointure. C'est ce que nous appelons left join ou encore left out join. Et là, ça fait partie des catégories des jointures que nous appelons les jointures externes. On nous dit, les jointures externes, left join, retournent tous les enregistrements de la table à gauche, même si la condition n'est pas vérifiée. Tous les résultats de la table à gauche, même si la condition n'est pas vérifiée. Pour dire que, quand je mets left join, la table à gauche, c'est généralement la première table. Donc, je viens ici, jointure externe, left join. Je dis select all from la première table. Quand je mets la première table, automatiquement, elle devient la table de gauche. Je dis left join, ou encore on me dit que je peux utiliser left out join. Je dis left join, je mets la table de droite. Maintenant, je vais venir mettre la condition. Je dis on la table de gauche, point le code P, et la table de droite, point le code P. Ici, c'est que on va venir me renvoyer tous les étudiants, même si cette condition n'est pas vérifiée. Quand j'exécute, j'aurai mes 6 étudiants. Tout le monde a compris, j'espère. C'est pas les autres aussi. Il y a une question sur la jointure croisée et la jointure externe à gauche, left join. Il y a quelqu'un qui a une question ici. Je vais répondre. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vous mets ces différentes requêtes dans le chat. C'est-à-dire, vous pouvez les prendre. Et la séance est enregistrée. Je vais exporter, vous mettre l'enregistrement sous le groupe. Et nous allons continuer demain avec les exercices sur le jointure. Et puis nous allons passer à la notion de TSQL qu'on a eu à introduire aujourd'hui. Je vais revenir sur ça rapidement demain. Ça sera à la même heure. J'espère que vous aurez du courant. Donc, on prendra toute cette semaine ici, on prendra un maximum 2 heures. Donc, on fera à partir d'aujourd'hui jusqu'au jeudi, jusqu'au vendredi. Je ne pense pas que j'aurai le temps. Et c'était prévu que je vienne vendredi, continuer avec le cours, mais malheureusement, je ne serai pas disponible. Donc, on pourra être là probablement dans 2 semaines. Alors, on fera des séances en ligne toute cette semaine jusqu'au vendredi. Et on va voir l'autre semaine qui a commencé. On pourra faire la même chose
pour évoluer avec le cours. Donc, 2 heures, c'est-à-dire de 19h à 21h tous les jours. Et voilà. D'accord, monsieur. Dans la séance est enregistrée, je vais vous envoyer ça, je vais télécharger et puis vous mettre sur le groupe. D'accord, merci. S'il n'y a pas de questions, à demain. Monsieur, alors pour le TP, pour l'évaluation du cours de PO, vous nous avez promis de nous envoyer cela. Mhm. Vous devez envoyer. Ah, ok. D'accord, ça va, monsieur. Mhm. D'accord. Merci à vous. Oui, mais ça, oui, n'a pas si bien. Mouche-toi qui aime. C'est quoi ton programme? Mais ça, ça, oui. Après. Alors, tu dis rien. Fanchata volume to share what so na fine there. Tu voulais aller dans auto? Je suis là, donc. Et puis, J'imagine résumé. donc, Il t'aura pas dit dans ta solution. tout va bon. Mais ça. Siku ça kufunda. Si vous t'occupez. On va voir en photo que nous avons un échange. Tu refais une photo qui oh, je t'ai gagné. Ah oui, attends. Mais s'il y a c'est pour une échelle. Voilà, Minjo Sabagani. On va utiliser toute la semaine. Pas grave, on est dans une édition. On met ce torrent dans ma cour. C'est bon. Mais c'est la Tu vois un peu mon moyen de faire. Dis, passe-moi un peu le téléphone que je quitte. Je quitte aussi. Tu peux je me départ. C'est un gari. C'est bien d'arriver. Je vais venir là, on a il faut que je quitte. Puis j'ai tout quitté.